Aujourd'hui, on parle des 5 meilleures écoles d'ingénieurs françaises intégrables après prépa, selon le classement du Figaro étudiant. Toutes ces écoles ont leurs spécificités et si vous souhaitez les intégrer, c'est bien de savoir que l'histoire de ces écoles a eu une influence notable sur leur pédagogie, mais aussi sur leur vision d'ingénierie. On va partir ensemble pour ce petit éclairage historique. On commence avec Télécom Paris, qui est la 5e école de ce classement. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette école elle a su prendre le tournant des révolutions technologiques. Elle est créée en 1878 pour répondre aux besoins de plus en plus urgents qui font suite à l'invention du télégraphe électrique par Samuel Morse en 1837 et à l'invention du téléphone par Alexander Graham Bell en 1876. L'école est tout d'abord nommée École supérieure des télégraphies et au tout début, en fait, il y a deux types d'élèves qui s'y côtoient, les élèves qui sont issus du parcours polytechnique et les élèves qui sont appelés élèves administrateurs et qui ont passé un concours interne. L'histoire de l'école elle est marquée par deux directeurs emblématiques que sont Léon Thévenin, à qui on doit un théorème d'analyse des systèmes électriques linéaires, et Édouard Hostonnier, qui a notamment inventé le terme télécommunication. Il faut attendre 1942 pour que l'école soit renommée École nationale supérieure des télécommunications, et à partir de ce moment, l'école joue un rôle essentiel dans la formation des ingénieurs avec l'essor des nouvelles technologies, dont la télévision. De nos jours, on connaît cette école sous le nom de Télécom Paris, et encore une fois, elle reste très importante pour faire face à l'évolution des nouvelles technologies. Luc Julia, créateur de Siri pour Apple, et Barbara Martine Coppola, directrice générale de Decathlon, sont des alumni célèbres de Télécom Paris. On passe maintenant à l'école des ponts Paris Tech, autrement nommée École nationale des ponts et chaussées, qui est un nom qui laisse peu place à l'imagination. Cette école, elle est créée en 1747 par décret du roi, ce qui en fait la plus ancienne école d'ingénieurs française. En fait, on crée cette école à la suite de la création du corps des ponts et chaussées en 1716. Ce qu'on veut, c'est de former des ingénieurs qualifiés pour intégrer ce corps. Parce que les ingénieurs du corps des ponts et chaussées, ils doivent construire des routes, construire des ponts ou encore construire des canaux, qui sont autant d'infrastructures nécessaires au développement du pays. Au tout début, ce qu'il y a d'assez drôle dans la pédagogie de l'école, c'est qu'il n'y a pas de professeur. Les étudiants se font cours les uns aux autres ou apprennent par eux-mêmes. C'est une méthode pédagogique qui a été en quelque sorte conservée parce que de nos jours, il y a un cours de mathématiques qui est enseigné en première année qui se base sur le système des classes inversées, qui reprend un petit peu le système pédagogique où les étudiants se donnent des astuces entre eux, échangent beaucoup pour comprendre le cours. Suite à la création de l'école, la pédagogie elle a beaucoup évolué, il y a des professeurs de grande qualité qui ont été embauchés, les programmes se sont peu à peu structurés et l'école a joué un grand rôle dans l'histoire. On peut parler sous Napoléon Ier de la reconstruction des réseaux routiers, sous Napoléon III des grands travaux de Paris et puis à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité d'avoir des ingénieurs des ponts et chaussées pour reconstruire le pays. Actuellement, le travail personnel, ça reste un point clé de la pédagogie de l'école et c'est pour ça qu'il y a un fort accent qui est aussi mis sur la recherche. Dernière chose à aborder, c'est que le nom de l'école n'est pas révélateur de la diversité des cours qui y sont proposés. Le département de génie civil est effectivement le département historique de l'école, mais en plus de ça, s'ajoutent des départements qui ont une très bonne réputation, comme le département de mathématiques et informatique, le département d'urbanisme, mais également le département de finance. On passe maintenant à la 3e école du classement, qui est l'école centrale Supélec, qui est issue de la fusion entre l'école centrale et l'école Supélec à partir de 2015. Je vais parler plus particulièrement de l'école centrale qui est singulière dans ce classement. Elle est singulière parce qu'elle a été créée en 1829 par un homme d'affaires issu du monde privé. En fait, cet homme d'affaires, il avait pour objectif de former des ingénieurs qui répondraient aux besoins de l'industrie. C'est donc à son début une école qui est privée contrairement à toutes les autres écoles de ce classement. Elle devient publique en 1857 dans le but de pouvoir s'ancrer plus durablement dans le paysage des écoles d'ingénieurs en France. Mais la vocation de l'école, ça reste de former des ingénieurs pour des entreprises privées. L'esprit de l'école perdure toujours actuellement puisque Centrale Supélec dit former des ingénieurs entrepreneurs. Les programmes sont orientés vers l'entrepreneuriat et l'école a une vocation internationale. Il y a 6 mois obligatoires à l'international contre 2 mois dans la plupart des autres écoles et les programmes restent relativement souples. Je veux dire par là que les étudiants peuvent être plus libres pour choisir les cours
auquel ils assisteront. C'est un grand avantage et surtout quand on sait ce qu'on veut faire. On arrive à la deuxième école de ce classement qui est l'école des mines de Paris. Cette école, elle est connue par la majorité des élèves de prépa, premièrement pour son excellence académique et ensuite pour la taille de ses promotions. On compte environ une centaine d'élèves par promotion pour l'école des mines contre au moins 200 étudiants pour les autres écoles. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'école des mines, c'est la seule de ce classement qui a son campus en plein Paris. Le campus de l'école des mines est à la lisière du Jardin du Luxembourg sur le boulevard Saint-Michel. C'est le premier point qui explique pourquoi les promotions restent de taille limitée. Et puis ensuite, historiquement, l'école des mines a été créée en 1783 pour répondre aux besoins des exploitations minières. L'exploitation minière, c'est une industrie de pointe qui nécessite une grande expertise, mais aussi des compétences transverses, que ce soit dans des sciences dures, mais aussi dans des sciences économiques et sociales. Et au tout début, à la création de l'école, il n'y a que 6 élèves par promotion, ce qui est extrêmement peu. L'école des mines a gardé cet esprit de petite promotion, en plus des excellents cours qui y sont proposés. Les cours s'articulent autour de 3 thématiques, que sont les mathématiques et mathématiques appliquées, les sciences de la matière et les sciences économiques et sociales. On arrive enfin à la première école de ce classement qui n'est un secret pour personne, c'est l'école sûrement la plus prestigieuse et la plus connue de France, l'école polytechnique. L'école polytechnique, elle truste le haut des classements depuis, disons, toujours. Et à ce niveau-là de longévité, il n'y a que Jean-Jacques Goldman qui arrive vraiment à lui faire de l'ombre. Elle est fondée en 1794 et s'appelle au début l'École centrale des travaux publics. Puis un an après, pour faire écho à la diversité des matières qui y sont enseignées, l'École centrale des travaux publics devient l'école polytechnique. La première chose qui démarque l'école polytechnique, c'est que c'est une école militaire qui est rattachée au ministère des Armées. Les étudiants sont des fonctionnaires durant leur scolarité et ils ont un service militaire qui dure plusieurs mois avant de vraiment commencer les cours. S'ajoute à cela un folklore militaire avec un bel uniforme et une participation au défilé du 14 juillet. Historiquement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'école polytechnique, donc si vous avez envie que je vous fasse une vidéo en particulier sur cette école, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les choses les plus marquantes à retenir, c'est qu'au tout début, l'école polytechnique, elle devait remplacer les autres écoles d'ingénieurs existantes, notamment l'école des ponts et l'école des mines. Après, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué tout ça, alors l'école polytechnique est restée une unité à part entière et les autres écoles existantes sont devenues des écoles d'application. C'est-à-dire que les étudiants, ils commençaient par intégrer l'école polytechnique, ils faisaient leur scolarité, ce qui leur permettait d'avoir un socle général et théorique très solide, et ensuite, ils décidaient d'intégrer une des écoles d'application pour se spécialiser par exemple dans le génie civil ou dans les mines. C'est une tradition qui perdure puisque actuellement les élèves polytechniciens, pour la dernière année, ils peuvent soit partir à l'étranger dans une autre université ou sinon rester en France et intégrer l'école des mines, l'école des ponts ou Télécom Paris. L'enseignement à Polytechnique, il est extrêmement poussé en mathématiques et vise l'excellence dans les autres disciplines. Il y a aussi un accent fort qui est mis sur la recherche. Le mix de l'esprit scientifique et de l'esprit militaire fonctionne bien pour l'école polytechnique et vise à former les dirigeants de demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce genre de contenu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que j'aborde un autre sujet qui touche aux prépas ou aux écoles d'ingénieurs et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo sensationnelle.